Invité par mon frère, M. Mirandé, pour parler du G20. Le G20, c'est un sujet vaste. Pour moi, c'est comme si vous parlez de tout le cheminement des 2000 ans d'économie sur Terre. J'ai accepté, parce que c'est un monsieur que je tiens en très haute estime. Et aussi, c'est parce que c'est ma passion. Donc, je suis ingénieur économiste, j'ai été conseiller au plan, au fait tournant. Je pense à ce jour être parmi les 2 ou 3 Camerounais qui peuvent dire je connais le domaine. Mais simplement, si les politiques ne donnent pas la parole à ceux qui connaissent, qu'est-ce que vous voulez? L'intellectuel, c'est comme n'importe qui. Sioran disait que tu n'as que l'intelligence. Si le politique ne te donne pas la parole, tu n'es rien d'autre. Et c'est ce que je suis. C'est-à-dire que si lui ne me donne pas la parole, tout ce que j'aurais conçu, dit et réfléchi ne servira à rien. Donc, le G20, c'est une idée de Valéry Giscard d'Estaing, qu'il a conçu en 1974. Et le premier G20 qui se tient, c'est en 1975. Le premier G6 qui se tient, c'est en 1975 à Rambouillet. Rebecca. Et donc, c'est un G6 qui se tient en 1975. Et puis un an après, c'est un G7. On fait venir le Canada. Et malheureusement, les sujets pâtissent, et puis on arrive en 1997. On fait venir la Russie. Malheureusement, les grands problèmes du monde, on ne sait pas exactement pourquoi Valéry Giscard d'Estaing veut que les pays qui ont le plus grand PIB s'occupent des problèmes de la Terre. Ensuite arrive en 1999 le sommet du temps de vie qui a vraiment posé les bases. C'était un G8 qui a posé les bases du G20. C'est en 1999, à le sommet du temps de vie. Malheureusement, ça patinait jusqu'en 2012 où c'est Nicolas Sarkozy qui devient le père du G20. Parce que, en fait, l'idée a été conçue en 1999 au sommet du camp de vie pour qu'il y ait les 20 États les plus puissants au monde. Maintenant, ça a vraiment vu le jour à partir de 2012 avec Sarkozy. Maintenant, quels sont les problèmes qui sont à traiter? Naturellement, Valéry Giscard d'Estaing a pensé qu'il faut traiter tous les grands problèmes qui se posent au siècle aujourd'hui. Le mouvement des capitaux, ainsi de suite. Maintenant, comment le faire? L'idée ne vient pas au hasard. L'idée vient du fait que c'est Gordon Brown qui a été plus correct pour dire que le plus grand problème de l'humanité aujourd'hui, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui a mené la Première Guerre mondiale, avant que la France fasse 100 guerres avec ses voisins. C'est l'Europe qui amène la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Gordon Brown a été plus honnête pour dire que nous, l'Europe, c'est nous qui amenons les problèmes. Et les problèmes que nous avons, c'est parce que nous sommes pauvres. Il faut que les autres États viennent nous aider. C'est Gordon Brown qui le dit au G8, au dernier G8 de 1999, qui va amorcer le G20. Il dit ne nous voilons pas la face. Les grands problèmes que l'humanité va avoir aujourd'hui, c'est à cause de l'Europe. C'est l'Europe qui amène les guerres. C'est l'Europe qui prend l'esclavage partout. C'est l'Europe qui a l'origine. Parce que depuis 2000 ans, ce n'est pas l'Europe qui dirigeait le monde. Il y avait la Chine, il y avait l'Inde. Maintenant, l'Europe n'a eu que 60 ans. Et sur les 60 ans, il n'a fait que faire des guerres. C'est pour ça qu'il a dit le premier problème que le monde a, il faut que le monde vienne aider l'Europe.
moi je ne veux pas les histoires que nous sommes là pour régler les problèmes du monde, non. C'est plutôt le monde qui doit d'abord aider l'Europe parce que c'est l'Europe qui amène toutes les guerres. Ça, c'est l'idée de Gordon Brown. Donc, c'est ce qui explique aujourd'hui que malgré le fait qu'on ait fait le G20, aucun problème n'est résolu. Le G20 a dit en 2008, un peu plus tard, il dit bon, on va effacer la dette des États les plus pauvres. Bien, ça n'a jamais vu le jour. Moi, j'ai tous les. Comme j'ai un peu la maladie des journaux, j'ai l'historique de chaque G20. Si un grand spécialiste fait l'historique de ce qui s'est fait dans le G20, j'ai à peu près tous les G20 qui se sont déroulés. Ils disent que oui, bon, on va régler le problème de la sécheresse dans les pays d'Afrique. Nous allons apporter de l'aide. Rien du tout. Parce que, à mon avis, tout simplement parce que, dès l'instant qu'on n'intègre pas l'idée de Gordon Brown qui disait que le vrai problème c'est l'Europe. Vous prenez le grand problème qu'on a aujourd'hui, notre argent, l'argent du Gabon est où? Dans les paradis fiscaux. Or, le G20 veut lutter contre les paradis fiscaux. Mais le G20 vit de quoi? De l'argent que nous déposons dans leurs paradis fiscaux. Nos chefs d'État sont soutenus par quoi? C'est parce qu'ils ont déposé de l'argent dans les paradis fiscaux qui sont leur propriété. C'est comme si tu prends l'argent, tu donnes ailleurs. D'ailleurs, c'est un Américain qui l'a dit. Il dit la différence entre les États-Unis et la Russie. Nous sommes riches, les États-Unis sont riches parce que lorsque les États volent, eh bien, on nous amène l'argent. Même la Russie, quand ces chefs volent, ils envoient l'argent dans nos paradis fiscaux. Voilà, résumé, les grands problèmes de l'humanité. Sachant que quand Valéry Giscard d'Estaing vient prendre cette décision en 1974, c'est parce qu'il y a des grands problèmes qui se sont passés, à mon avis, entre 1971 et 1973. En 1971, Richard Nixon décide tout simplement de casser les décisions qui avaient été prises en 1944 par les accords de Bretton Woods. Donc, il décide de les casser. Ça, c'est le premier point. Il faut savoir que les décisions de Bretton Woods ont été faites parce que c'était 44 chefs d'État et de gouvernement. Mais on attendait 3 personnes qui devaient décider en 1944. Il y avait Harry White, qui était le secrétaire au Trésor des États-Unis. Il y avait John Maynard Keynes, qui était le pape de l'économie, mais qui était très malade. Et il y avait un jeune Français, que le général qui était secrétaire d'État de Léon Blum en 1938, que le général de Gaulle a mis en 1943 commissaire aux affaires financières en Algérie, qui était Pierre Mendès France. Voilà les 3 qui vraiment décidaient en 1944, puisque l'Allemagne ne pouvait rien donc avec l'anglais, John Maynard Keynes. Le problème qui s'est posé en 1944, c'est que Harry White dit tout simplement à John Maynard Keynes que tu ne parles pas ici. Je ne veux pas t'entendre. Il a fait un blanc, il dit tu es venu d'accord, mais tu ne parles pas. Et le pauvre Pierre Mendès France était là seulement pour dire que bon, écoutez, dans les décisions que vous allez prendre, même si on ne l'écrit pas, je propose qu'un Français soit directeur général du FMI. Voilà tout ce que Pierre Mendès France ont proposé. Ce n'est pas écrit, hein. Ce n'est pas écrit qu'un Français doit être patron du FMI, qu'un Américain doit être patron de la Banque mondiale. Non, c'était un accord sous table que Pierre Mendès France a proposé. Maintenant, mais pourquoi Harry White ne voulait pas que John Maynard Keynes parle? Parce que Maynard Keynes avait pratiquement 20 ans d'avance sur lui. Parce qu'en Angleterre, Norman Montagu, qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre, et l'autre qu'on appelle Winston Churchill, qui était ministre des Finances, donc chancelier de l'électricité, savait que John Maynard Keynes, il maîtrisait le sujet depuis longtemps.
Et donc c'est pour ça qu'on l'a envoyé aller là-bas aux États-Unis. Et on savait qu'on ne pouvait pas le contrer. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, il est mort la même année, pratiquement 2 ans après, en 1946, il est mort. Parce qu'on ne voulait vraiment pas qu'il parte. Et la décision d'Ali White, c'était de dire, bon, les États-Unis ont fait un effort de guerre. Nous voulons dominer le monde. Donc il n'est plus question qu'on change, que les banques centrales changent, les États aient de l'argent en changeant avec l'or que vous avez à la banque centrale. Il dit non, on va remplacer tout simplement l'or par le dollar. Et c'est pour ça que les États-Unis ont piétiné les autres. Ils ont piétiné les autres. Maintenant, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que la guerre du Vietnam ne leur permettait plus d'être aussi forts. C'est pour ça qu'ils ont changé les règles du jour au lendemain. C'est pour ça que les Richard Nixon ont changé les règles du jour au lendemain. Et nous en sommes aujourd'hui à ce point. Au point que quand le G20 se tient, le G20 se tient en réalité sur les cartes du FMI et de la Banque mondiale. C'est le FMI et la Banque mondiale qui disent, bon, qui ne sont que des petites officines pour les gars du G20. C'est le FMI et la Banque mondiale. Mais il se trouve que le FMI, par exemple, et la Banque mondiale, ils ont des cracks. Tu as Olivier Blanchard qui dit que tout ce que nous disons au FMI est faux depuis 30 ans. Paul Romer, il est chef économiste à la Banque mondiale. En 2017, il dit tout ce que nous disons depuis 30 ans est faux. Nous le disons dans l'intérêt de nos chefs d'État et pas pour arranger le monde entier. Paul Romer, en 2018, il a été démis de ses fonctions de chef économiste. Alors que le chef économiste à la Banque mondiale, au FMI, fait 10 ans. Lui, il a fait 1 an. Et en 2019, eh bien, le comité de Nobel l'attribue le prix Nobel. Vous voyez à quel point on désavoue le FMI et la Banque mondiale. Voilà pourquoi je suis scandalisé. Quand notre ministre, je veux bien que le pays soit ce qu'il est, que bon, on veut voir les femmes partout, alors que les femmes sont déjà partout depuis longtemps. Enfin, le ministre de l'économie doit se brader dans l'Union en disant que bon, nous sommes avec le FMI. Non, c'est une injure. Les gens qui connaissent le mieux l'économie viennent de désavouer le FMI. Ça dit que le patron Paul Romer, le grand patron Paul Romer, on le démet parce qu'il dit que tout ce que nous faisons depuis 30 ans est faux. On le démet et 1 an après, il est plus Nobel. Il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà pourquoi, moi je dis, à ce jour, si nous voulons régler les problèmes de nos pays, je ne dis pas que notre science est infuse, mais il est question qu'on fasse les petites choses que vous voyez là, ce que vous faites là. Parce que la Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Le petit comité que vous êtes là, eh bien, comme il dit, il faut avoir de la présence d'esprit. Comment est-ce que le parti auquel on croit, les gens ne connaissent même pas ça? Le Parti démocratique gabonais, c'est le parti de mon père. Ceux qui sont au pouvoir, les 3 quarts, je pense que je suis arrivé à un moment donné à aller les griffer. Comment on peut arriver à ce niveau-là? Qu'on continue à penser que le FMI va nous régler les problèmes. Quel problème le FMI va nous régler? La seule chose que le FMI et la Banque mondiale ont fait, c'est en 1970. C'est, pour le Gabon, pour moi, c'est la plus belle chose qu'ils aient fait. Comme le dit M. Miranda, c'est que le Gabon, on a la première école d'ingénieurs au Gabon, c'est en 1971. On crée la première école d'ingénieurs. L'ENSI, de Libre. Comment pensez-vous qu'au moment où on crée la première école d'ingénieurs, c'est en ce moment-là que le Gabon initie le chantier du siècle? Parce que le Trans-Gabonais, c'était le chantier du siècle. 116 milliards chaque année pendant 12 ans. Parce que quand tu crées les travaux dans ton pays, c'est pour trouver du travail à tes gens. Or, nous avons le Trans-Gabonais, le chantier du siècle, avec 116 milliards chaque année pendant 12 ans. Et nous venons de créer la première école d'ingénieurs. Ça veut dire que nous n'avons pas d'ingénieurs.
C'est pour ça que la Banque mondiale à l'époque, c'était Robert McNamara qui dirigeait la Banque mondiale. Il a dit au Gabon, ne faites pas le chemin de fer. Ne le faites pas. Et le président Bongo a fait le plus grand discours qu'il a fait. Avec ou sans la Banque mondiale, le transgabonais s'est fait. Et c'est comme ça que nous avons fait le transgabonais. Mais attention, le transgabonais n'était pas prévu pour aller à Franceville. Le transgabonais était prévu pour aller là à côté, pour le chemin de fer Bélinga. Voilà, à Makoko, à côté. Voilà. Maintenant, on l'a articulé pour l'amener jusqu'à Franceville. Alors qu'on avait déjà le chemin de fer Congo-Océan qui pouvait continuer tranquillement. Donc, l'argent que nous avons perdu là, c'est ce qui nous pose des problèmes jusqu'à ce jour. Parce que jusqu'en 1984, on n'était pas capable de faire quoi que ce soit. On n'était pas capable. Pire encore, on s'est mis à faire des chantiers qui ne s'imposaient pas. On va construire la présidence pour 200 milliards. Et n'oubliez pas qu'on a fait les Jeux d'Afrique centrale en 1967. On a fait l'OUA en 1977. Tous les projets que vous voyez ont été construits de 73 à 77. Pratiquement en 4 ans. Quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait rien. Le boulevard, tout ce que vous voulez, il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Les quelques routes qu'il y avait, c'est quand vous venez de l'aéroport, quand vous êtes à l'hôtel dialogue pour arriver aux affaires étrangères, c'est Pompidou qui nous a offert cette route-là. Nous sommes arrivés en 1968. Quand vous êtes de l'Immaculée jusqu'à la SFO, c'est Giscard qui nous a offert cette route-là. Voilà. Maintenant, au niveau de Pompidou, il avait estimé aussi, il imposait que de lui jusqu'à Jeanne et Boringa, cette voie-là soit faite en ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on a proclamé l'indépendance du Gabon, là où vous voyez les dispensaires de l'huile. Le petit bâtiment que vous voyez, quelqu'un a pris ce bâtiment, est devenu l'hôtel Pirogue. C'est là la RTG du Gabon. C'est là qu'on a proclamé l'indépendance du Gabon. C'est pour ça que Pompidou disait il faut faire cette voie-là. Lui, il pensait que ça allait être un monument pour nous. C'est devenu pour quelqu'un. Donc, les problèmes du Gabon, nous devons les maîtriser, nous devons les connaître. Mais pour les connaître, il faut être passionné. Pour les connaître, il faut être passionné. Et ensuite, il faut être intègre. Il faut être intègre. Moi, je n'habite pas loin d'ici, là. Je vois mon collègue, mon frère, avec qui a eu cet enfant sur mon lit. Il est ministre des Finances. Quand il vient avec la bouche, il dit, grand, nous avons pensé que c'est toi qui dois être la bouche. On ne peut pas être, on ne peut pas être ça. Tu ne peux pas en même temps coucher mon frère, tu couches sa femme et tu couches sa fille. Donc, vraiment, je vous assure, c'est pour ça que je suis content quand je suis à côté de lui. Je n'ai pas besoin d'être à côté d'un premier ministre. Non, pas du tout. S'il me dit aujourd'hui, va te mettre là-bas, je le ferai parce que je sais qu'il a mon estime. On n'a pas besoin d'être parfait. Mon Dieu. Regardez comment le Gabon chute à ce point-là. Les gens fuient quoi? Pourquoi on va nommer tous les Obamba directeurs généraux? Parce qu'on a besoin de... On fuit quoi? On est chez nous, on va fuir quoi? Et pour quel résultat? Et puis il y a quand même des Gabonais qui disent que oui, on va faire la paix des Graves. La paix des Graves, non? Est-ce que le pays ignore qu'il y a les migrants qui sont là? Moi, je n'ai pas besoin, je n'ai pas de prétention. Si le pays me dit tu es conseiller d'un gouverneur ou moi, il n'y a pas de problème. Mais je dis qu'il y a encore des gens intègres. Il ne faut pas venir polluer le débat en disant bon, on est tous là. Non. Le pays sait qu'il y a des gens là. Mais naturellement, il ne faut pas aussi que les gens se cachent. En disant que bon, oui, mais comme on a déjà trop insulté le pouvoir, bon, on va se cacher, donnez-nous les postes, et puis on va mettre tout le monde à la même chose. Non, ce n'est pas bon comme ça. C'est pour ça que je suis honoré du fait que de temps en temps, il faut quand même que les politiques nous donnent la parole. Moi, je me suis engagé dès à partir de 2016. J'ai dit, bon, tous les matins,
je veux sabrer ces gens-là du peu que je connais. Donc je leur envoie un boulot samba tous les matins que Dieu fait. Je dis tant pis, mais vraiment, il faut que j'essaie d'occuper vos cerveaux. C'est ce que j'essaie de faire. C'est ma seule passion aujourd'hui. Comment vous pouvez imaginer que moi, je ne suis pas fonctionnaire? J'ai opté pour être consultant parce que j'étais à Ergamo. Et j'avais constaté qu'on volait 29 milliards à Ergamo. C'est le président lui-même qui m'appelle. Il dit, mon fils, oui, je sais que tu es fâché. Tu me dis, papa, comment on peut me mettre à la maison 4 ans, on ne fait que m'augmenter le salaire, je ne travaille. Il m'a dit, non, c'est pas grave, tu vas venir consultant à l'État. Tu vas venir voir comment 1200 milliards partent chaque année. C'est comme ça que je suis parti. Il dit, je te donne une condition, tu ne regardes que les carreaux, tu ne regardes pas les femmes. Dieu seul sait, moi, mes copines, je les prends dans les quartiers, je ne regarde pas les femmes des autres. Et le président m'utilisait comme ça. Ils peuvent être en conseil de ministre, 10, 15. Il appelle, appelle-moi le sachant. C'est comme ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, le budget, on n'a pas fait telle chose. J'étais capable, il dit, 37 ans de budget, chaque ligne budgétaire. J'étais comme un automate. Et c'est ce qui me vaut les problèmes que j'ai aujourd'hui. Je suis en Chine, je regarde. Il y a un projet qui est payé 1,6 milliard tous les 2 mois, tous les 3 mois. C'est quoi ce projet? Je regarde quoi, papa, il y a tel projet, je fais comme. Il dit oui, tu arrives. Il me donne 5 minutes. Il me dit va à l'hôtel, tu arrives. Quelqu'un est arrivé avec un billet. Il dit bon, on va aller à Paris. Quand j'arrive à Paris, je vais à l'hôtel Montparnasse, à Concorde, j'arrive. Et le patron de Siemens, Jean-Paul Pix, arrive. Il dit bon, oui, monsieur, bon, c'était. C'était 17 milliards, mais on a déjà payé 9. Bon, il faut nous solder les 8 autres. Qu'est-ce que vous avez fait des 9 autres? Je dis non, on n'a rien fait. On a juste fait le partage. Vous pouvez l'écrire? Oui, le partage. Les 9 milliards. Sans une brique au sein. C'est fini. Vous voulez qu'on paye les 9 autres, les 8 qui restent? Okay. J'ai 5 millions, le payant m'a donné. Mais qu'est-ce que je fais après? Alors, dans 20 minutes, j'ai fini. J'appelle Gabon, j'ai dit, moi, je rentre. Je suis rentré. Et quand je rentre, le petit frère qui est ministre de la Défense, c'est mon petit frère. Il était conseiller du ministre de la Défense. Je rentre à son bureau, le ministre de la Défense. Parce que papa m'a dit, il n'a pas reparti au bureau militaire. Il m'a laissé. Depuis quand il est revenu là, il dit, Bill Gates, le patron dit c'est très bien. Depuis ce jour-là, on ne veut plus payer mon salaire. On ne veut plus payer mon salaire. Donc, depuis 2003, on ne veut pas payer mon salaire. J'ai un salaire de 15 millions par mois, fois 10, ça fait 150 millions. Tu as 2 mois de congé. On ne paye pas mes salaires. Le président a dit, bon, ok. C'est lui-même, moi je suis à Petit Paris. Il appelle en 2007. Tu es où? Tu es habillé correctement? Je dis, oui. J'ai pris un veston à Moutouki. J'ai pris la chaussure. Comme vous l'entendez là, je suis allé au palais. Il dit, bon, écoute, c'est fini, les problèmes là, c'est fini. Bon, tu vas prendre le milliard d'effets tournants. Tu payes tout ce qu'on te doit. Il a pris le téléphone. Les Mumba est là, Mumba est là. Je crois qu'ils sont qui étaient là. Il appelle. Oui, dites à Longo et à Oyemba de payer les travaux de mon cabinet avec les charges communes. Bien, Francis, lui, tu prends. Premier raison. C'est comme ça. Je commence à travailler. Mais malgré le fait que je commence à travailler, je ne suis pas payé. Le président était comme ça. Quand tu crois qu'il ne te regarde pas, la même chose que. C'est bon, oui, mais il faut quand même regarder là-bas aussi. Ainsi de suite. Donc, il t'éprouve. Non, on ne me paye pas, mais en même temps, on dit continue à faire ton boulot de consultant. En même temps, il faut quand même fréquenter. Miranda, nous, on n'a pas fait l'école. On n'était pas à l'école ensemble.
Et je ne suis pas les mêmes femmes pour moi. Je vais le fréquenter comment? Tu dis, mais on l'a c'est pas possible. On t'amène à aller fréquenter quelqu'un que tu ne connais pas et qui n'a pas les mêmes aspirations que toi. Il faut vraiment être. Et en plus, il ne doit pas se méfier de toi parce que tu as envie qu'il se dégage, qu'il sache que si tu te prononces, il va se cacher. Donc, tu vois, voilà un peu les histoires que le pouvoir t'amène pour te dire que oui, mais le petit, il est comme une feuille blanche, il faut aller le regarder. Mais malgré ça, tu as quand même des gens qui ne le connaissent pas, parce que moi, il m'arrive quand même de regarder, mais qui disent quand même que non, c'est. Pour qu'il soit gabonais, il faut qu'il amène sa personnalité. On ne va pas le mettre comme tout le monde, non. C'est justement ça. Il a le droit de me désavouer. C'est en cela qu'il sera utile à son pays. Pourquoi vous voulez qu'il fasse ce que je veux qu'il fasse? Non. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Au point que le PDG qui a formé ces gens-là se retrouve désavoué aujourd'hui. Je vous assure, c'est incroyable. Moi, j'ai la chance d'être le fils de Mac. Si tu vois qui est PDGiste aujourd'hui, mais non, qui sont PDGistes aujourd'hui, c'est incroyable. Ils s'amusent tout simplement. Prenez le cas à l'Union nationale. Comme les 3 cas, ce sont des PDGistes. Et qu'est-ce qu'on fait? On va aller prendre Rigou. Il faut aller chercher Rigou. Mais Rigou, c'est quoi? C'est qui? Il a volé 75 millions à la BICIC. On a suspendu le dossier. Eh bien, on va en faire un gars qu'il faut aller récupérer. Les autres sont comme ça. Les casseroles, on n'a pas en fini. Quel est ce pays-là où on doit faire venir des gens qui ont des casseroles? Au nom de quoi? Moi, je suis gabonais. Moi, je suis prêt à être ton conseiller, le conseiller de l'autre. Parce que moi, on n'a pas dit à Libreville, tu vas là-bas où tu fais l'école pour être ministre. Non, je suis venu pour faire l'école et aider mon pays. C'est quoi ce pays-là où on se retrouve à faire des crimes mutuels, à faire n'importe quoi? Le budget d'investissement, c'est incroyable. Je suis consultant, ça fait 37 ans. C'est-à-dire que je suis à l'origine de la conception du budget jusqu'à la fin. C'est moi qui donne dans le budget, mais il reste combien? C'est moi qu'on l'appelle. Mais ça les dérange. Je vous prends simplement un cas. 2001, le président dit, mais la ligne budgétaire, les fonds de développement régional, ça en est comment? Je ne me rappelle pas. C'était 10 milliards. Oui. Qu'est-ce que tu m'as amené? Je vous ai amené l'ordonnance, 1 milliard 800. J'ai envoyé ça avec Ali. Mais l'autre agent, personne ne répond. Il y a un problème. Mais pourquoi les gens ne répondent pas? Mais moi je pose la question, toi aussi tu me poses la question. Je dis non, papa, parce que je pense qu'il y avait des gens sur la table qui peuvent répondre. Je dis, mais s'ils ne peuvent pas répondre, c'est qu'ils n'ont pas la réponse. Je dis, mais vous m'avez appelé 4 milliards. Mais vous avez appelé 4 milliards ça. Mais on joue à quoi? On joue à quoi, papa? Donc même quand quelqu'un a pris, il ne dit pas. Vous voyez? Et ce sont ces gens-là qui donnent quand même des leçons dans l'opposition. C'est pour ça que moi je vous dis, je suis fier quand je viens discuter, peut-être parce que je connais la plus belle chose que nous apprenons en physique, c'est un mot qui s'appelle le référentiel. Le référentiel, ça veut dire que chaque fois que tu regardes un phénomène, tu regardes par rapport, soit devant, soit de côté, c'est ça le mot référentiel. Donc ce référentiel-là, je l'ai à travers mes fonctions de consultant ou d'ingénieur aéronautique. Donc c'est ce qui explique que vraiment, c'est vrai, il ne faut pas négliger le fait que les autres sont plus nombreux, mais ils sont plus nombreux. Qu'est-ce qu'ils ont fait au pays? Depuis qu'ils sont plus nombreux, ils ont fait quoi? Le pays ne fait que s'enfoncer.
Vous voyez les routes en marmite de couscous en ébullition. Vous voyez. Alors, les gens vont quand même te dire que oui, nous sommes le grand parti. Non. Il faut que le peu que vous êtes là, eh bien, vous devez être fiers du peu que vous êtes là. Peu importe. Quand De Gaulle a pris bien Mendes France, Pierre Mendes France était en Algérie, commissaire aux affaires financières de la France en Algérie. Et Pierre Mendes France n'était même pas un gars de son gouvernement. Il était du gouvernement de Léon Blum en 1938. Donc les intelligences, on en a besoin. Si les autres ne voient pas ça, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Formez-vous. Peut-être que demain, si ce n'est pas vous, c'est un autre. Je terminerai par là en disant que c'est Michel Rocard que je considère comme, avec Alain Juppé, comme un peu un mentor en politique, qui dit qu'un homme politique, c'est comme un arboriculteur. C'est-à-dire que tu inventes une plante, et puis c'est un petit débrouillard qui va en profiter et qui sera riche avec ça. C'est en fait ça, la politique que vous faites. C'est-à-dire que vous croyez que vous ne faites rien, que ça patine. Non. Ta petite idée que tu vas amener là-bas, ça va sensibiliser quelqu'un. Voilà. C'est pour ça que moi, à l'époque, c'est pas un femme qui m'a sensibilisé. En 1972, Léon Auger était secrétaire général exécutif adjoint du parti. C'est lui qui m'a dit, mon fils, si tu veux aimer le parti, d'abord. J'étais quoi au CFP. Il m'a dit la constitution, il dit, tiens. Mais si tu veux aimer le Gabon, cherche à connaître. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui les faits tournants de 1978, les meilleurs qui ont conçu au Yen, eh bien, ce n'était pas lui et moi. En plein conseil des ministres, quelqu'un d'un Congo s'est levé, comme s'il était pris par des trans. Michel Antoine, ministre de l'Agriculture, dit, Monsieur le Président, il n'y a pas d'argent.